Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous regarder. Mais aujourd'hui, Haïti littéraire à l'antenne a un rendez-vous avec un monsieur de la communauté haïtienne qui était parti, qui était retourné chez lui en Haïti et qui est resté plus de 4 ans. Et il est de retour et vous pouvez deviner, c'est l'insécurité qui l'a fait retourner ici en France. Mais Étienne Jean, Étienne c'est le prénom, Jean c'est le nom. C'est un acteur incontournable de la communauté haïtienne de France. Il est entrepreneur et il est aussi... il a fait... beaucoup de choses dans la communauté, entre autres une association qui s'appelle Annie, association Nouvelle Image d'Haïti. Tu as du pain sur la planche, hein, parce que travailler sur l'image d'Haïti et quand on a la situation qu'on a en Haïti, c'est extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, nous recevons Étienne Jean sur ce plateau parce qu'il est auteur d'un livre très important. D'ailleurs, c'est son premier ouvrage. Ça s'appelle Le Grand Désarmement. Mais il faut faire attention. Chez Étienne Jean, quand il dit le grand désarmement, il dit tout simplement que la société haïtienne ne tourne pas rond. Et ce, à tous les niveaux. Évidemment, c'est un double jeu quand il dit grand désarmement, compte tenu que les gangs prennent Port-au-Prince et plusieurs départements du pays, les lecteurs aura le choix, en lisant ce livre, de deviner et de lire ce que l'auteur appelle le grand désarmement. Étienne Jean, bienvenue sur ce plateau. D'abord, est-ce que tu peux nous dire de quelle commune tu viens d'Haïti? Bonjour Maguet, et bonjour tout le staff de H-Live et à toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens, tous les amis d'Haïti qui nous regardent en ce moment. Et donc c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que j'ai été invité sur les plateaux de cette télévision qui représente la communauté haïtienne de France, qui fait un travail extraordinaire. Donc je remercie et félicite le staff. Et moi, je viens d'une commune, d'une ville nouvellement commune qui s'appelle Baptiste. Il faut savoir que Baptiste a été relevé au rang de commune il y a de cela environ une dizaine d'années, sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Je crois qu'il y avait 5 villes qui ont été relevées au rang de commune et Baptiste fait partie de ces villes qui ont été relevées au rang de commune. Donc cette ville a toujours été une section communale, je crois 5e section communale de la commune de Rente-Maté, de Belladère aujourd'hui. Okay. On appelle ça Rente-Maté. Belladère? Oui. La ville fondée par Dimassé Estimé. C'était Rente-Maté en fait. Okay. C'est la 5e commune de la section communale de Rente-Maté. Baptiste, et qui est relevé. C'était, je pense, un défaut d'administration, parce que Baptiste avait toutes les qualités pour être une commune à part entière. Et après des longues années de lutte, notamment par nos parents et nos aînés, Baptiste a eu le bénéfice d'être relevé au rang de commune. Il faut dire que Baptiste, c'est une ville située à 19 km de Belladère. Nous savons tous, Belladère, c'est la dernière commune d'Haïti dans le département du centre avant d'atteindre le territoire dominicain. Et nous sommes à 19 km de Belladère. Baptiste, c'est une ville au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Il fait très frais, très bon à vivre. Donc je sais que si tu m'as posé la question, c'est parce que aussi j'en ai beaucoup parlé dans le livre. Donc Baptiste, par rapport à son microclimat, c'est une région qui produit beaucoup de fruits et du café notamment.
Donc voilà, je viens de Baptiste, à 19 km de Bel-Ader, dans le plateau central. Très bien, Gabi. Et dans ton premier ouvrage, ce qui m'a beaucoup séduit, c'est la capacité avec laquelle tu as pu analyser ce qu'on peut appeler les dérives de la société haïtienne. Et tu n'as pas seulement analysé, mais tu as donné des exemples concrets. Et qu'est-ce que ça veut dire phénomène et papa? Madame Papa. Madame Papa. Ok. Donc, il faut expliquer aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, surtout celles et ceux qui ne sont pas familiers des thèmes haïtiens, afin que notre jeunesse qui nous regarde puisse comprendre. Ok. Et d'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que la jeunesse haïtienne a une capacité extraordinaire dans ce que je pourrais dire, dans la création des concepts, des mots en Haïti. Vous voyez, même c'est plus que des mots, ce sont des concepts. Par exemple, quand vous voyez Madame Papa et d'autres phénomènes en Haïti, ce sont des concepts. Nous sommes très très forts là dans la fabrication des concepts. Et d'ailleurs, et ce thème, je ne l'ai pas présenté dans le livre de manière singulière, mais je l'ai présenté dans un ordre conceptuel où j'ai parlé de Madame Poto à Madame Papa. C'est le titre du premier chapitre, de Madame Poto à Madame Papa. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire un parallèle entre ces figures de femmes et nos matriarches qui ont vécu pendant très longtemps et dans presque l'inconfort le plus total, et comparé à cette nouvelle génération. Donc, pour situer le thème, pour définir le thème Madame Papa, le thème Madame Papa, c'est un mot qui a été donné dans la rue de Port-au-Prince à des jeunes filles, particulièrement très jeunes, et le plus souvent des mineurs, en dessous de 18 ans, et qui entretiennent des relations avec des hommes très âgés, plus âgés même, et même très âgés, qui pourraient être leur grand-père. Mais en fait, pour étudier ce phénomène de Madame Papa, ce n'est pas un cas spécifique à Haïti. Aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, il y a ce même phénomène. Et ce phénomène existe un peu partout. Et on appelle ça, je crois, les sugar daddy. Et donc, ce sont des jeunes filles qui, pour le confort, cherchent à entretenir des relations avec des hommes beaucoup plus mûrs, mais qui sont très friqués, je pourrais le dire. Oui, pourvu financièrement. Très bien pourvu financièrement. Donc ce phénomène a existé en Haïti, mais le problème c'est que pourquoi je l'ai analysé, pas tout simplement en tant que phénomène de mode, mais tout simplement par rapport à une réalité sociale. Et cette réalité sociale qui tienne ces jeunes filles à entretenir ces relations, donc c'est ce que j'ai voulu élaborer dans le livre, et non seulement, en fait, non pas pour juger, non pas pour condamner, mais tout simplement pour mettre en lumière un phénomène social qui n'a pas seulement donné naissance à ce phénomène qu'on appelle les Madame Papa, mais à tout ce qui allait s'en suivre et qu'on en paye les conséquences aujourd'hui. Voilà. Alors, à la page 57, Étienne Jean écrit « J'ai connu un jeune homme qui était amoureux d'une fille. Cette jeune fille avait eu la chance d'être née d'une mère démunie. En cherchant un mieux-être, sa maman se trouvait enceinte d'elle pour un homme qui était déjà marié avec une femme qui devenait automatiquement sa rivale. Peu de temps après avoir mis au monde son bébé, cette dame succomba. Cette dame succomba à une mortalité qui serait survenue, selon les rumeurs locales, à une vengeance mystique de sa rivale qui était la femme mariée du père de sa nouvelle-née. Alors, tu décortiques bien le phénomène papa, mais c'est surtout les conséquences que ça a sur la vie sociale en Haïti. On peut dire que tout au long du livre, on peut dire que c'est un livre sociologique qui met les points sur les i de la société haïtienne. Et
Mais dans ce livre aussi, vous passez au peigne fin l'histoire de ce pays. Est-ce qu'on peut dire que depuis Dumas estimé, on n'a pas de politique d'investissement dans ce pays? Okay, donc toi qui connais bien les problèmes économiques d'Haïti en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on peut dire ça? Parce que tu as beaucoup parlé d'investissement aussi dans ce livre. Okay. Donc, pour revenir au cas que j'ai élaboré, parce que très souvent, on aime écrire, accoucher des concepts, mais rester de manière très généraliste. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aussi raconter des cas. C'est bien fait. Des cas de figure. Tu y es bien parvenu. C'est ce qui fait le charme du livre. Merci. Quand on lit ce livre, on apprend beaucoup de choses. Et puis de temps en temps, tu donnes matière au lecteur de réfléchir. Ça, c'est l'une des réussites fondamentales de ce livre. La réflexion. Merci. Merci. Donc, en parlant de politique d'investissement, depuis Dumas estimé. Après Dumas estimé, donc le seul moment de stabilité qu'on a eu en Haïti, c'est avec Duvalier, 29 ans de pouvoir. Oui. Donc c'est pendant ces 29 ans qu'on devait avoir une politique, une planification sociale. Bien sûr, je ne vais pas dire que rien n'a été fait. Pendant la période des Duvalier au pouvoir, on a connu aussi la période d'industrialisation d'Haïti avec Jean-Claude Duvalier. Mais depuis 1986, on n'a jamais eu la stabilité en Haïti. Or, comment planifier le développement dans un pays où il n'y a pas de stabilité, même sur le plan personnel? Quand vous investissez dans un pays, vous avez un projet, vous allez devant une banque, à la banque pour financer le projet. Mais en Haïti, pour vous financer, pourquoi on vous finance par exemple à des taux de 33% l'an, quand le taux d'intérêt, c'est à 3-4% dans un autre pays? C'est tout simplement parce que Haïti, c'est un pays à risque, il y a trop d'instabilité, donc l'argent qu'on va vous donner, vous n'êtes pas sûr de garantir son développement sur 10, 15, 20 ans. Donc depuis 1986, on n'a jamais eu 10 années consécutives de stabilité en Haïti. Donc aucun projet de développement ne peut se faire dans un pays aussi instable qu'Haïti. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives, mais le projet d'investissement, c'est sur le long terme qu'on analyse les conséquences, les résultats. Oui, de toute façon, tu es en train de dire à nos téléspectatrices et téléspectateurs le fondement même de l'économie. S'il n'y a pas de stabilité politique, il ne peut pas y avoir développement économique. Jamais. Et Haïti, on est là, on va depuis 15 ans d'instabilité. Les conséquences économiques sont dévastatrices. Même pas 15 ans, c'est presque 40 ans d'instabilité. C'est depuis 1986, Haïti vit constamment dans l'instabilité. Il n'y a aucun président, à part Préval, qui a réussi à organiser des élections, non seulement même faire deux mandats, mais à organiser des élections dans les meilleures conditions pour faire une passation de pouvoir. Regardez même récemment autour de nous, Michel Martelly n'a pas pu organiser des élections pour transférer le pouvoir à Jovenel Moïse. Il a dû remettre le pouvoir à Justin Prévert et qui lui a organisé des élections à Jovenel Moïse. Donc le problème, c'est qu'on a un problème beaucoup plus profond. Pourquoi? C'est ça qu'il faut analyser. Mais pourquoi cette instabilité? Quelle est la matrice de cette instabilité en Haïti? Pourquoi on n'arrive pas à stabiliser le pays? Donc je sais qu'on a élu Maguet, il est resté pour 5 ans, et après, donc sur 25 ans, on peut voir les résultats. Oui, mais Gabi, c'est parce que tout simplement, le pouvoir, la politique reste et demeure le paramètre par lequel on peut s'enrichir rapidement. Exactement. Et ce qui va se passer dans les élections qui s'annoncent, et on sait très bien que ça va très mal passer. Parce que organiser des élections, c'est la capacité de la société à accepter le résultat des élections. Et on sait que même la classe politique haïtienne ne va pas accepter les résultats des élections qui vont sortir dans les prochaines élections. Et alors, moi, ce qui est fondamental dans ton livre, et Gabi, c'est la manière dont tu analyses les faits économiques et les faits politiques. Là, dans ton livre, tu as parlé d'investissement. Et tu as dit,
on doit avoir des investissements directs. Mais quand on parle d'investissement direct, ce qu'il y a derrière, c'est qu'il faut qu'il y ait un État fort. Parce que l'investissement direct, c'est l'État fort. C'est ça, ça veut dire en termes de macroéconomique. Mais justement, on n'a pas d'État. Oui, il faut qu'il y ait un État qui puisse garantir. Et tu as pris des exemples. Tu as dit que compte tenu que nous avons une diaspora à peu près de 3 millions de personnes, s'il y a un pays vraiment qui peut faire des investissements directs, c'est Haïti. Oui, parce qu'au dernier chapitre, j'ai essayé d'analyser comment on pourrait rebondir. Donc, mais bien sûr, il y a des préalables. Excusez-moi, il y a des préalables pour que la diaspora vienne investir. C'est plus facile d'attirer l'investissement de la diaspora haïtienne que l'investissement étranger. Pourquoi? Parce que l'étranger, lui, avant d'investir son argent, il veut que toutes les conditions soient réunies. Alors que, par sentiment, celui qui appartient à la diaspora haïtienne, il va faire un investissement sentimental. D'abord, il fait l'investissement sentimental, mais c'est la raison pour laquelle aussi la plupart d'entre eux échouent, parce que le fait d'être porté uniquement par le sentiment pour investir, des fois, on ne prend pas assez de temps pour analyser tous les paramètres et toutes les conséquences. Mais quand bien même ça reste, et la principale ressource qu'on doit mobiliser vers un retour à l'investissement et au développement d'Haïti. Mais pour ce faire, comme j'ai parlé des préalables, il faudrait qu'il y ait quand bien même un minimum de stabilité, un minimum de sécurité pour que lorsque notre ami il vend son appartement secondaire, il vend sa licence de taxi, il vend son entreprise, ou du moins il va faire un emprunt bancaire pour investir 50 000 $ en Haïti, au moins il est garanti. On ne va pas envoyer quelqu'un pour le kidnapper, on ne va pas lui faire payer une rançon et son argent va fructifier. Voilà, on revient toujours au thème de l'État garant. Exactement. Et nous avons ce problème en Haïti et que tu as bien expliqué dans ton livre. Alors, matière grise et ressources humaines et économiques. Sans trop faire de personnalité ni de redondance, il est de réputation que la diaspora haïtienne regorge de compétences de toutes sortes. Cette source pourrait nous fournir des professeurs pour éduquer nos enfants, nos écoliers, nos étudiants et former nos professionnels dans tous les métiers de la vie. Elle pourrait fournir des experts dans tous les domaines de la fonction publique pour renforcer notre administration. Alors, ce qui est intéressant dans ton livre, on voit vraiment c'est quelqu'un qui a étudié en France. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a constaté comment l'État fonctionne dans un pays. Quand l'État décide de faire quelque chose, il le fait. C'est ce que tu souhaites pour ton pays, c'est-à-dire un État où il y a des hommes qui ont des projets politiques pour ce pays et puis qui prennent les choses à bras le corps. Et en fait, cette question, je l'adore parce que ça m'a fait penser à une réflexion que j'ai eue. J'ai eu une expérience où j'ai travaillé dans une commission en Haïti. Et dites aux téléspectateurs la commission. Et oui, non, je ne veux pas citer le nom de la commission. D'accord. Parce que je sais que tu as été très déçu. Et oui, bon, en général. Mais d'Haïti, je ne suis pas déçu parce que si j'étais déçu, définitivement, je serais à terre et je n'interviendrais pas pour écrire un livre, pour essayer de faire des choses. Je suis encore là. Donc, j'ai fait une expérience qui m'a beaucoup enrichi. Et en fait, au cours de cette rencontre, j'expliquais d'une certaine manière comment on devait procéder pour essayer de faire quelque chose, en toute humilité. Et puis, j'ai eu le retour d'un ami, en fait d'un collègue, qui m'a dit « Ah, mon cher, c'est Haïti où il est là. » Ok? Donc, ça veut dire, implicitement, on admet que nous sommes en Haïti, on ne doit pas faire les choses convenablement. Alors qu'on attend que les résultats soient différents. Comment pouvons-nous obtenir des résultats différents si on continue à procéder de la même manière, de considérer qu'Haïti n'est pas le pays qu'on doit prendre au sérieux, qu'il ne doit pas avoir des protocoles pour faire des choses, etc. Non, Haïti c'est un pays. C'est un pays. Le pays étranger, ça ne veut pas dire le pays qui progresse. Le pays étranger, c'est le pays différent du tien. Donc, ton pays peut être aussi un pays étranger pour les autres. Donc, dans ce cas, on doit moderniser le pays. Et pour moderniser le pays, aujourd'hui, les connaissances sont mises
à la disposition de tout le monde. Il faut juste voir comment procèdent les autres pays pour essayer d'avancer, bien sûr avec des petites nuances, des spécificités locales, mais c'est facile. Aujourd'hui, si on doit faire un pays, eh bien on doit procéder de la même manière, mais aussi on doit accepter les exigences que cela implique. Alors, pour réussir économiquement, il faut avoir un minimum de discipline. Beaucoup de discipline. Oui, pour l'instant en Haïti, nous sommes vraiment très très loin du compte. La manière dont on gaspille l'argent public, et la manière dont on perçoit les acteurs économiques, c'est-à-dire que nous n'avons aucun signe palpable de vouloir opérer une toute petite opération pour mettre le pays sur les rails du développement économique. Ah ouais, ça c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, on le disait tout à l'heure, pourquoi beaucoup de politiciens en Haïti aiment l'instabilité? Ils aiment la transition. Ils ne veulent pas des élections, ils veulent la transition. Parce que pendant ce moment de trouble, pendant la transition, ils profitent de gérer tout ce qu'ils devraient gérer. Parce que, en prenant le pouvoir de cette manière, mais ils ne sont redevables envers qui? Envers personne. Quand tu vas aux élections, au moins il y a un minimum de personnes envers qui tu es redevable. Mais quand tu vas aux élections et quand tu arrives au pouvoir sans passer par des élections, on est redevable de personnes. Et là, ils profitent de faire ce qu'ils veulent, et de retourner le pouvoir envers ceux qui les ont placés là où ils sont. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui personne ne s'organise pour essayer de rendre le pays vivable pour les autres, mais ils s'organisent tout simplement pour répondre aux exigences de leur base. Nous sommes d'accord. Et je rappelle à celles et ceux qui nous regardent, Étienne Jean est titulaire d'un master en sciences de l'éducation et de la formation de l'université Paris 8. Et comme on l'a dit au début, il est un acteur majeur de la communauté haïtienne en France. Et Étienne, le problème numéro 1 d'Haïti actuellement, c'est l'insécurité. Toi qui as vécu pendant 4 années en Haïti, comment tu abordes ce problème dans ton livre? Ok. Parce que le titre du livre, c'est Le Grand Désarmement. Et le Grand Désarmement, je dirais qu'il y a au moins 5 paramètres dans ce titre. Alors, venons au fait, comment abordes-tu ce problème des gangs en Haïti? Ok. Et dans tout le livre, du premier chapitre, du moins jusqu'au dernier chapitre, j'ai essayé de faire émerger quelque chose dans la société. Peut-être tout le monde le sait, tout le monde le savait, mais des choses qu'on a ignorées, ou du moins qu'on n'a pas voulu voir, et qui ont réussi à nous exploser à la figure. Et comme disait le professeur Leslie Maniga, Haïti, c'est un malade. Et tous les docteurs ont fait le bon diagnostic, mais personne n'a voulu faire l'opération. Il te disait ça. Donc ça veut dire, ça fait depuis des années, les intellectuels, les chercheurs, ils ont pointé du doigt le problème d'Haïti. Le problème d'Haïti a commencé depuis 1806. Moi, je l'appelle le péché originel, l'assassinat du père fondateur de la patrie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les grands généraux et les descendants du système ont hérité toutes les ressources du pays, et ils ont laissé en héritage des maigres ressources pour la plus grande majorité. Donc le pays n'a jamais su faire cette répartition de la bonne manière à tout le monde. Donc ça a posé des problèmes. Et là, quand j'ai parlé dans le livre de Madame pour toi, Madame Papa, j'ai essayé de faire le diagnostic d'une famille, mais qui représente la majorité des familles paysannes. On a 1 hectare en héritage et
on a 4-5 enfants. Le nombre d'enfants moyens par paysan haïtien, c'est environ 4 à 5 enfants. Mais le même hectare qu'on a reçu en héritage, lorsqu'on va devoir le léguer, il est divisé par 5. Et au fur et à mesure, on va assister à l'émiettement de la propriété. Et cet émiettement de la propriété qui n'arrive plus à faire vivre convenablement les familles qui vont l'hériter. Parce que le plus souvent, il y a beaucoup de divisions au sein des familles. Exactement. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va assister à ce phénomène de l'exode rural. Les paysans vont abandonner leurs terres, en fait les maigres ressources qui leur restèrent, ou leurs enfants, pour partir à la conquête d'Eldorado dans les grands centres urbains, notamment à Port-au-Prince. Et quand ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont aller gonfler les bidonvilles. Des quartiers éventrés, surtout de Port-au-Prince, 80% sont habités par des personnes issues des milieux ruraux de l'exode. Ok? Donc, mais maintenant, qu'est-ce que ça va produire? L'insécurité, et la misère dans les bidonvilles, l'insalubrité, eh bien, ce sont des candidats pour les gangs. Donc, ça veut dire aujourd'hui, qui fait partie des gangs? Ce sont des jeunes qui peut-être n'étaient pas du tout destinés, qui n'avaient pas mauvaises intentions pour entrer dans les gangs. Mais aujourd'hui, ils prennent les armes, et soit pour nourrir une famille ou protéger une petite sœur du viol, du kidnapping, la majorité des gangs. C'est la raison pour laquelle mon approche, c'est une approche différente, et même si je ne l'ai pas vraiment élaborée dans le livre, mais aujourd'hui, moi, je regarde la résolution du problème des gangs en Haïti. Tu l'as laissé entendre dans le livre. Oui, bien sûr. C'est une approche différente. Le problème ne peut pas... Alors, tu considères que le problème des gangs en Haïti est avant tout un problème social? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle, Paul Farmer, dans son livre, il appelle ça la violence structurelle. C'est ça la violence structurelle. La société, dans tous ses états, s'est organisée pour faire violence sur la majorité des gens, et aujourd'hui... Oui, alors ce qui est intéressant dans ton livre, c'est quand tu fais des projections rapides sur les paramètres sociaux en Haïti, et tu reviens doucement à ce qu'on appelle au pays vrai. Par exemple, quand tu dis à Baptiste, par exemple, des camions remplis de café et d'autres produits partaient tous les lundis pour rejoindre les usines et d'autres centres de distribution. Il n'y avait pas moins de 5 usines qui achetèrent et traitèrent le café. Ces usines étaient dimensionnées de sorte à recevoir la totalité de la récolte de café en cerises dont les agriculteurs disposaient. La saison de la cueillette du café allait du début du mois de septembre et jusqu'à la fin de novembre. Quand tu écris ces genres de choses, tu es en train de nous dire en fait qu'il y a encore de l'avenir du pays, mais à condition que l'État prenne ses responsabilités. En fait, tout le monde sait que dans tous les pays du monde, l'agriculture, c'est avant tout un investissement d'État. En fait, par exemple, là, j'ai parlé au passé dans le texte. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Moi, je suis né et j'ai grandi à Baptiste. Mais quand j'étais enfant, j'avais 8-10 ans, et j'étais témoin d'une zone qui vivait dans l'abondance de la récolte du café. Okay. Et de militons, de l'avocat, beaucoup de fruits. On a grandi dans cette abondance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fil des années, il y a eu un désintéressement total. Parce que que s'est-il passé? Le café qu'on avait à Baptiste, c'était une race de café en fait qui avait fait son temps. Et ce café avait vécu environ 40 ans. C'est le café de mon grand-père qui poussait encore dans le champ de mon père. Mais puisqu'il n'y avait aucune politique de planification, ou du moins très peu, eh bien, le café s'en allait. L'État n'investit pas. Exactement, avec les maladies, scolites, etc. Donc, on a vécu cette période où il y avait beaucoup de café et pendant ma jeunesse,
le café avait presque disparu dans la zone. Donc ça veut dire le fait qu'il n'y avait pas de politique de planification des investissements de l'État, eh bien le pays allait à volo, comme disait le professeur Leslie Maniga. Baptiste n'avait plus son café, l'Artibonite n'avait plus son riz, et Jérémy n'avait plus c'est l'âme véritable, etc., etc., un peu partout en Haïti, alors que le pays pouvait produire beaucoup de choses, au moins pour nourrir sa population. Et moi, j'ai eu l'expérience avec Annie, cette association qu'on a créée en 2008, d'avoir été conscient de ce problème et d'avoir essayé de faire quelque chose. Et je l'ai dit récemment, nous, avec très peu d'argent qu'on avait, on n'a pas dépensé plus que $100 000 américains pour faire revenir le café de Baptiste, et dans 10 ans d'expérience. Donc ça veut dire, ce n'est même ça veut pas... dire que tu as fait une démonstration. On a fait tu dis que si l'État investit dans l'agriculture massivement, on peut reproduire ça à l'échelle du pays. À l'échelle du pays, parce que facilement. Si toi, avec $100 000, et sur 10 ans, sur 10 ans, $100 000, tu as fait ce que tu as pu, si c'est l'État, ça peut être un projet économique de développement. Et en fait, j'ai fait la comparaison avec une ONG, je crois que c'est la Croix-Rouge américaine, qui a dépensé $500 millions pour construire 2 maisons en Haïti pendant le tremblement de terre. On le sait. $500 millions. Alors que cet argent, investi dans des associations qui travaillent directement sur le terrain, aurait pu développer tout un département. Mais alors, quand tu parles de Baptiste, je me souviens d'une conférence de Anténor Firmin à Paris sur les relations économiques entre la France et Haïti. Et il parlait de Baptiste. Et il disait que le café de Baptiste, c'est le meilleur café qui puisse sortir de la terre haïtienne. Je confirme. C'est Firmin qui disait ça. C'est un ancien ministre des Relations extérieures, de l'économie et du commerce. Et pendant 3 heures à Paris, et Firmin, commune par commune, dit ce que c'est que l'économie haïtienne, l'économie du café haïtien. Et on sait que c'est le café haïtien qui a remboursé la dette de l'indépendance. Et moi, en fait, d'expérience. Et en plus, c'est pas si compliqué, je vais te dire, Emmanuel. Et il y a, bon, ça c'est socio-anthropologique. Hein. Majoritairement, nous avons un regard sur l'agriculture. C'est un regard méprisant et méprisable. Pourquoi? La plupart des jeunes, quand ils vont à l'école, le fait de s'adonner à une activité agricole rejette sur eux directement un regard méprisant. Mais nous, ce qu'on a fait... tu n'as pas l'impression que cette idée commence à s'effriter dans la société haïtienne? Je vais donner par exemple, quand quelqu'un comme toi qui sort de France, diplômé, et tu reviens à la terre, ça fait quand même faire réfléchir les gens de la ville. Quand même. Exactement, c'est l'expérience, c'est le retour d'expérience. Nous, ce qu'on a fait, en organisant cette activité en allant préparer des semences, on a organisé un festival à Baptiste, qu'on appelle le Festival du Café. Et on a fait venir tous les enfants de la diaspora, ceux qui pouvaient, et en poussant des bourrettes avec des plantules, etc., et travailler. Donc, qu'est-ce que ça a fait comme ça a provoqué un électrochoc chez les jeunes qui habitaient à Baptiste et qui avaient du mal à travailler la terre. Donc, si Gabi vient de France, Paulos vient de Port-au-Prince, Intel vient des États-Unis, ils sont capables de revenir s'adonner dans des activités agricoles, pourquoi pas moi? Eh bien, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Il y a des jeunes qui se sont organisés, qui ont créé des coopératives caféières. Et je salue Coca, par exemple, qui est l'une des plus grandes coopératives. Mais aujourd'hui, ces jeunes, ils gagnent beaucoup d'argent avec le café de Baptiste. Le café est revenu en force et ils gagnent de l'argent avec le café. Donc ça veut dire qu'on peut appliquer cette même formule, intéresser à la diaspora, il faut aller investir dans des produits agricoles en Haïti. Bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile de le faire à cause de l'insécurité, mais Haïti n'est pas condamné à vivre éternellement dans cet état de guerre. Donc, il faut que la sécurité revienne et encourager les gens de la diaspora à investir dans des produits agricoles dans leur zone d'appartenance pour
inspirer les jeunes locaux à reprendre aussi le flambeau. D'accord. Et Étienne Jean, revenons-en à l'investissement direct. Je t'invite à lire pour les téléspectatrices et téléspectateurs la page 189 intitulée L'investissement direct. 189, page 189. Ok, l'investissement direct. Et depuis toujours, la diaspora haïtienne investit énormément en Haïti. Cette dernière décennie, l'envoi de cette diaspora en devises stable autour de 3 milliards de dollars américains par an, source PNUD. Mais le plus fort pourcentage de ces chiffres est alloué aux dépenses alimentaires, médicales, de loyer et de frais scolaires. Le pourcentage qui est affecté à l'investissement est très mal orienté. Puis encore, une part considérable de ces montants qui devraient servir à financer leur investissement sont détournés par des personnes chargées de le faire exécuter les travaux. Pour mieux orienter ces investissements et permettre à ce qu'ils soient utilisés vraiment au profit du développement, l'État haïtien devrait encourager la création des agences de gestion, de placement et d'investissement de ces fonds. Bien sûr, il ne faut surtout pas reproduire l'expérience des coopératives haïtiennes de la fin des années 1990. Ces structures étaient montées dans le seul but d'extorquer de l'argent de la diaspora à d'autres fins, car les montants qu'elles géraient n'étaient investis dans aucune activité qui pourrait permettre une rémunération à la hauteur de ces forts pourcentages promis à ces personnes qui plaçaient toutes leurs économies dans ces banques volatiles. En parlant d'agences, je parle des vraies structures qui pourraient gérer directement l'investissement de ces personnes, soit dans l'achat, la création d'entreprises, dans des secteurs prometteurs, ou qui pourraient acheter des actions et dans des entreprises en tenant compte de ces mêmes critères de la santé et de l'avenir des entreprises que nous venons d'évoquer. Ouais, voilà. Tu as bien posé les problématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays pour que nous puissions avoir des acteurs fiables? L'État, par exemple, on sait très bien que la banque en Haïti, c'est une catastrophe, à tout point de vue. Et quand tu poses ces genres de diagnostics, on voit bien, même lorsque tu ne le dis pas dans ton livre, on voit bien que c'est de l'État qu'on parle. Pas quelques bouts comprennent ton livre. Ton diagnostic principal, c'est qu'il n'y a pas d'État dans ce pays et il faut qu'il y ait une nouvelle pensée de l'État, ce que j'appelle l'État développement. Oui, effectivement, et on l'a répété sans cesse depuis le début de l'émission, il ne peut pas avoir de progrès dans un pays où il n'y a pas l'État. Parce que l'État, c'est le premier garant de tout. Donc en misant ton argent, il faut que tu mises ton argent, même si c'est sentimental, même si tu as un lien sentimental avec le pays ou du moins la région dans laquelle tu vas investir, mais tu as besoin d'avoir un minimum. Donc ça veut dire on revient tout le temps. Bien sûr, quand je parle de la diaspora, aujourd'hui, 90% de nos ressources sont dans la diaspora. Et donc quand je parle de ressources humaines, ressources financières, etc. Et moi j'aime bien en parler des choses palpables. Quand dans les années 2010 pardon, il y a eu un effort de retour en Haïti. Il commençait à avoir un effort de retour en Haïti parce que les gens ils veulent voir les choses. Pendant la présidence de Michel Martelly, il y a beaucoup d'Haïtiens qui commençaient à retourner en Haïti. Ouais. Et puis après, ils ont été déçus. Ils ont été déçus. Ils sont revenus à la case départ, comme toi. Exactement. Ils sont revenus. Donc l'objectif maintenant, c'est de recréer cet effet du choc pour qu'ils reviennent. Mais lorsqu'ils reviennent, il faut les maintenir sur place. Il faut les maintenir, il faut créer les conditions pour les maintenir. Maintenant, comme le pays est gangréné un peu partout, là, il faut poser vraiment les problèmes de fond, la problématique de l'insécurité et comment résoudre cette problématique d'insécurité sur le long terme.
Et moi, comme quand j'ai parlé dans mon livre de résoudre le problème de sécurité, je n'ai dit jamais qu'il faut aller massacrer les jeunes. Il faut penser autrement. Parce que les réponses que nous portons à nos problèmes ne sont pas souvent les bonnes réponses. Il faut évoluer dans notre façon de concevoir la vie, de concevoir le pays et de concevoir la jeunesse. C'est parce que nous avons une forme de pensée un peu statique par rapport à la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous apportons toujours les mauvaises réponses. Et les mauvaises réponses, eh bien, ça fait toujours échec. Alors que si nous essayons d'évoluer dans notre façon d'agir, de répondre aux problèmes posés, eh bien, nous aurons des meilleurs résultats. Voilà. Et dans ton livre aussi, tu parles de la démission des élites haïtiennes. On sait très bien qu'un pays ne peut pas se développer sans ses élites. Oui. Et là, j'ai osé, dans un chapitre, de parler de la génération de la ronde à la génération de la brasse. Et hier encore, j'ai eu un débat avec un jeune étudiant et on parlait de la précarité. Vous voyez, le mobile de tout ça, c'est plutôt la précarité. Les jeunes, parce que le pays s'est affaibli à tous les niveaux. C'est ce que tu appelles le grand désarmement. Le grand désarmement. Puisque le pays s'est affaibli à tous les niveaux, et avant, il y a plus de 50 ans, lorsque les jeunes étaient venus étudier en France, leurs parents les envoyaient étudier en France, tous les grands noms que tu as cités tout à l'heure, tous ces grands ambassadeurs que tu prends en référence dans ton émission, mais ils n'étaient pas obligés d'aller travailler pour aider la famille en Haïti. Non. Parce que le pays avait des reins plus ou moins solides. Vous voyez? Et maintenant, la plupart de nos étudiants, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Parce que leurs parents en Haïti ne peuvent pas... Alors pour les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, et Étienne Jean est en train de nous dire qu'avant, dans les années 50-60, ce sont les fils de la bourgeoisie haïtienne qui viennent étudier ici avec ce que l'on sait. Ce sont des gens qui n'avaient pas besoin. Leurs parents leur envoient de l'argent tous les mois pour faire leurs études. Et maintenant, c'est un étudiant haïtien ici. Parfois, moi, j'ai rencontré des étudiants haïtiens qui veulent envoyer de l'argent à leurs parents. Exactement. Et le phénomène, il faut le voir sur deux angles. Bien sûr, il y avait une partie, les enfants de la bourgeoisie, la vraie bourgeoisie en Haïti qui envoyaient de l'argent à leurs enfants. Et même ceux qui n'appartenaient pas à la bourgeoisie, mais ils n'étaient pas obligés d'envoyer de l'argent, de quoi nourrir leur famille. Parce que le pays pouvait quand bien même prendre soin de ses enfants. On connaît ce drame, mais une jeune étudiante haïtienne qui est partie étudier au Sénégal et après 4 ans, elle est de retour en Haïti quand sa maman a appris qu'elle était de retour. La mère s'est suicidée. Ok. Voyez-vous? Eh bien oui, c'est un drame qui prouve tout simplement ce que tu dis. Alors, à la page 109, de la génération de la ronde à la génération de la brasse, tu écris: l'histoire de la littérature haïtienne est marquée par divers grands moments et de grands écrivains qui faisaient de leurs plumes et de leurs différentes publications les meilleurs moyens pour exprimer leur engagement et combat politique au profit du pays. Même si beaucoup d'entre eux avaient troqué leurs plumes au profit de leurs costumes de dirigeants politiques sans que cela n'aboutisse à changer en profondeur la société haïtienne. Mais on ne saurait ne pas vanter leur mérite d'avoir défendu un idéal qu'ils croyaient porteur de réponse pour le pays. Alors c'est ce qui fait le charme de ton livre. Tu arrives à faire la part des choses et ce qui donne une auréole de sociologie à ce livre. En fait, tu t'es jamais embarqué dans des analyses ronflantes. Non. Tu prends des matériaux un peu partout et tu dis, moi, voilà mon constat, voilà ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Mais quand on est homme d'affaires comme toi, est-ce que parfois on dit, mais Haïti, ce n'est pas possible.
même des affaires qu'on n'arrive pas à faire dans ce pays. Même commerce, on n'arrive pas à faire. Parce qu'un homme d'affaires fait du commerce. Quand on fait du commerce, c'est pour gagner de l'argent. Et à la limite, si on a des idées sociales, on embauche les gens, on fait participer la population. Mais là, même ça, on ne peut pas faire en Haïti. C'est-à-dire que toi qui es homme d'affaires, si tu as 25 000 € là, tu ne vas pas l'investir en Haïti. C'est très difficile. Je l'ai déjà fait. Et tu as perdu de l'argent. Ouais, j'ai perdu de l'argent. Et tout le monde a perdu. Je peux dire que je l'ai moins perdu que les autres parce qu'il y a ceux qui ont perdu leur vie. Et moi, je suis encore en vie. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et si j'avais à le faire, je le referais. Et donc c'est ça. Donc, investir en Haïti, c'est ce qu'on vient de dire. Parce que le pays, il n'y a pas de stabilité. Donc, il faut faire un effort. Moi, je n'ai pas fait un livre tout simplement pour un livre de chagrin, pour pleurer, pour crier mes amertumes, etc. Non, j'ai fait un livre pour essayer. C'est un appel à l'éveil que j'essaye de faire dans ce livre que tu as bien lu et examiné. Merci pour ta compréhension, pour ta lecture. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble, mais nous avons un problème. Le problème, c'est quoi? Et on a du mal à nous orienter et de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment pour Haïti. Si toi, tu veux la même chose que moi, eh bien, pourquoi ne pas faire l'effort de se mettre ensemble? De se mettre ensemble pour réussir Parce que tu sais très bien dans le processus de développer un pays, il y a une chose qui est primordiale, c'est la capacité des citoyens à s'entendre. Exactement. Or là, en ce qui concerne Haïti, nous sommes loin du compte. Il suffit de regarder la communauté haïtienne ici pour voir comment nous sommes divisés. Parfois même, nous cherchons la division. Et nous étalons nos divisions là où on devrait faire. Même sur les fêtes mémorielles, les Haïtiens se divisent. En général, les pays, s'il y a un point sur lesquels les citoyens des pays s'entendent, c'est sur les fêtes mémorielles. Or, Haïti, nous avons beaucoup de fêtes mémorielles. Par exemple, dans la communauté haïtienne, si vous prenez les fêtes mémorielles, ça devrait être des moments où l'on dit, bon, et on va soutenir telle école à Baptiste, on va essayer de recueillir à peu près 20 000 € pour envoyer dans une école. Parce que c'est la fête de la fraternité, et 17 octobre, et 1er janvier, 2 janvier, tu vois. Et ce sont sur ces genre de choses que nous sommes notoirement divisés. Oui, en fait, ouais. Bon, moi j'ai eu une chance, c'est que j'ai eu un père à qui je rends beaucoup hommage. Lui, ce qu'il faisait dans toute sa vie, c'est la conciliation. Il cherchait à concilier les gens. Et quand il y avait un problème dans la communauté, avant d'aller chez le juge ou chez le policier, on passe chez ton papa. On passait chez mon père. Et il arrivait souvent, le plus souvent, à les concilier avant qu'il ne soit arrivé à un point de non-retour. Donc moi j'essaye de marcher dans les pas de mon père, de faire la conciliation, et c'est la raison pour laquelle dans mon livre, je vois donc cet aspect d'arrondir les uns, parce que je dis, il y a toujours quelque chose de positif quelque part. Et si on essaye de prendre le côté positif quelque part et de les cumuler, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense que notre histoire en tant que peuple nous a légué beaucoup de choses très dures. Et cette haine, ce problème de méfiance que nous avons, c'est un héritage colonial. Oui. Et aujourd'hui, on peut faire quelque chose. Mais il faut partir à la base. Il faut partir à la base. Et c'est la raison pour laquelle le développement d'Haïti, la renaissance du pays passera forcément par son système éducatif. Il faudra prendre les enfants au berceau pour les inculquer quelque chose de nouveau pour que le pays renaisse. Mais si on continue avec le même système colonial, notre système éducatif, c'est le système colonial. Ça produit que des gens complexés, que des gens méfiants, etc. Il y a beaucoup de choses à faire parce que on peut avoir une nation, on peut avoir un territoire, mais pour faire peuple, pour faire nation, vraiment, il faut qu'il y ait des bâtisseurs qui viennent avec une nouvelle forme de pensée, une narration différente, mais avec le temps. Ça a besoin du temps pour que le ciment soit vraiment pris et que la société soit solide.
Et Étienne Jean, si tu devrais inviter un lecteur à lire ton livre, par quel bout tu vas le conseiller? Et c'est par la colère, par la lucidité, ou bien tout simplement par la volonté de comprendre la situation épouvantable dans laquelle vivent les Haïtiens? Par la volonté de comprendre. C'est vraiment par la volonté de comprendre, et parce que il y a des personnes qui ont annoncé très longtemps cette catastrophe. Notre débâcle. Notre débâcle. Mais dans l'humour, hein, avec Moïse Sixto, que j'ai cité dans le livre, oui. Avec Franck Etienne, dans Pelle Tête. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, on voit que tu es un grand lecteur et que tu connais bien la littérature haïtienne, et en particulier et de la littérature qui parle de la problématique que tu traites dans ce livre. Est-ce que tu penses que la littérature haïtienne, c'est quelque chose, si on veut aborder le problème de développement, il faut qu'on relise la littérature du pays? 1000 fois. Et d'ailleurs, je me souviens, moi, quand j'étais encore à l'école, la littérature, 90% des étudiants, des élèves, choisissaient la littérature française au mépris de la littérature haïtienne, la littérature haïtienne occupait à peine 10% de la place dans la littérature en Haïti. Or, et c'est ça le défi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces intellectuels haïtiens, dans la littérature? Ils ont peint nos réalités. Et comment comprendre notre pays dans lequel on vit? C'est en lisant les gens qui ont peint cette réalité des dizaines d'années avant eux. La dernière fois, je faisais des recherches, j'ai été lire un livre, bien sûr, qui n'a pas été écrit par un Haïtien, mais par un Français qui est allé en Haïti, qui a fait un récit depuis 1850, et qui a écrit le livre en 1860. Mais c'est un livre qui m'a transporté à Jacmel, et sur la route de Jacmel à Port-au-Prince, etc., etc. Donc il faut lire les auteurs qui ont compris notre réalité, qui ont vécu et qui ont sonné, en fait, qui ont envoyé les signaux pour que nous, on voit les trous pour ne pas y mettre les pieds. Est-ce que tu fais partie de ces compatriotes haïtiens vivant à Paris qui a été logiquement séduit par Leslie Manigat? Oui, j'ai été séduit par Leslie Manigat, bien que c'est un intellectuel il faut vraiment prendre du temps pour le comprendre. Et lorsque j'ai parlé dans mon livre de la désillusion du professeur Leslie Manigat, c'est pas des reproches, des critiques que j'ai. Non, pas du tout. Au contraire, dans ce livre, tu déplores qu'il n'a pas été jusqu'au bout de sa présidence. Et tu fais partie de ceux qui pensaient que une présidence Leslie Manigat allant jusqu'au bout, peut-être qu'on ne serait pas en train de vivre la catastrophe que nous sommes en train de vivre. Oui, sincèrement, qu'il avait. Tu n'es pas le seul à le penser. Cette dimension pour planifier un pays sur le long terme. Oui. Et à la page 169, Gabi, mais que reste-t-il en Haïti? Et c'est la page 169. Mais que reste-t-il en Haïti? Je lis? Oui. Ok. Et comme on vient de le dire, on vient de peindre le tableau sombre. Oui. Et maintenant, c'est le verre à moitié plein quand bien même, ce qui reste. Et donc, mais que reste-t-il en Haïti? Les années 2023 à 2024 vont probablement rentrer dans l'histoire d'Haïti comme le point culminant d'une rare violence que toutes les générations antérieures n'ont jamais connue. Les groupes armés, je les appelle ainsi pour ne pas les confiner au rang de gangs, qui serait une très mauvaise lecture de la situation, ont pris totalement le contrôle de la capitale et essaient d'étendre leur domination sur l'ensemble du pays. Ils kidnappent les paisibles citoyens, violent nos enfants et tuent délibérément ceux qui résistent à leur domination. La population fatiguée du bruit et de l'odeur de cette guerre essaie d'attraper toutes sortes de mains tendues pour quitter cette rivière
sanglante qu'est devenue Port-au-Prince. Il faut dire que l'assassinat du président Jovenel Moïse dans sa chambre dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 ne laissait augurer rien de bien. Les gens les plus avertis et qui pouvaient se le permettre avaient aussitôt pris les mesures pour quitter Haïti. Ils savaient pertinemment que les heures qui allaient suivre cet assassinat devraient être très sombres. Quand les ennemis prennent le pouvoir avec la complicité de ceux-là même qui les ont aidés à commettre le parricide, des crimes en cascade deviennent alors leurs seules options pour étouffer toute tentative de soulèvement et pour garder le pouvoir le temps de jouir et de bénéficier des avantages de leur coup. L'histoire d'Haïti elle-même suffit à nous laisser comprendre le sort du peuple après ces événements. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes toujours sur la chaîne communautaire H-Live et nous recevons aujourd'hui Étienne Jean, qui est écrivain, essayiste, qui vient de publier son premier ouvrage sur son pays intitulé Haïti, le grand désarmement. Et il y a une très belle préface de ce livre du professeur Éric Soré. Et Étienne, nous allons continuer et toujours à faire le point sur votre livre. Et quand on est homme d'affaires dans la communauté haïtienne, ici en France, ou bien à l'étranger, ou bien aux États-Unis, ou bien n'importe où, et on retourne en Haïti, est-ce qu'on a le réflexe de mieux se comporter que les hommes d'affaires haïtiens qui n'ont jamais vécu à l'étranger? Ah, c'est une très grande question. Je n'ai pas fait et je n'ai pas mené d'études là-dessus parce que moi aussi, je suis un scientifique. Le terrain, c'est très important, les enquêtes et de pouvoir faire des généralités. C'est une question que je n'ai pas étudiée. La seule chose, c'est que je sais tout investisseur est à la recherche d'un profit. Mais il y a beaucoup d'investisseurs haïtiens de la diaspora qui investissent d'abord pour assurer aussi un mieux-être pour leur famille. Hein, parce qu'il y a des personnes, au lieu d'envoyer de l'argent tout le temps, préfèrent investir quelque chose, au moins donner un emploi à des proches et pouvoir aussi assurer leurs besoins. Mais ma question, ce que je voulais dire pour des gens comme toi, payer ses impôts, c'est une espèce de réflexe. Parce qu'ils ont l'habitude de payer ici. Ah oui, absolument. Or, en Haïti, en général, les hommes d'affaires haïtiens refusent de payer des impôts. Oui, ça, c'est un réflexe haïtien. On ne veut pas payer. Hein. Je me souviens, quand j'étais petit, il y avait un marché qui venait de changer de gestionnaire, et que le gestionnaire du marché, du parc animalier, voulait faire payer une gourde à l'époque, par tête de bétail. Et bien la population refusait catégoriquement de payer. Oui. C'est partout. Hein. La plupart des gens en Haïti, ils ne veulent pas payer l'électricité, ils ne veulent pas payer l'eau potable, la plupart des gens ne payent pas. Hein. Et ça, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a un apprentissage à faire, mais aussi, il faut dire que pourquoi les gens ne veulent pas payer? Parce que lorsqu'ils payent leur redevance, eh bien, ils ne voient pas le retour. Ils ne voient pas le retour. Donc ça veut dire les choses, elles ont aussi leurs conséquences. Donc il faut, à partir du moment où l'État va se montrer clair dans sa gestion, dans son retour de service à la population, et je pense que les gens se mettront à payer leurs impôts, à payer leurs redevances. Ça, je pense qu'ils le feront. Mais ils veulent voir l'exemple. Ils veulent voir l'exemplarité, parce que si tous les jours on entend les députés, les sénateurs, les directeurs généraux partir avec la caisse de l'État, mais comment encourager les citoyens à honorer leurs dettes à l'égard de la patrie? Et nous allons passer à la deuxième phase de notre émission littéraire, et je vous rappelle que nous sommes sur H-Live et c'est Haïti littéraire à l'antenne. Nous recevons Étienne Jean,
la deuxième phase de notre émission, nous allons questionner notre invité sur l'actualité de la communauté, sur des livres qu'il a lus, quel est donc son coup de cœur, et surtout, lui qui est très branché d'Haïti, qui parle de l'économie, qui parle de l'investissement, et qui parle de nos ancêtres. Bref, alors Gabi, Étienne, dis-moi, cette semaine, qu'est-ce qui vous a fait vibrer ou bien vous indigner en ce qui concerne Haïti? Dans les actualités haïtiennes, toi qui, depuis Paris, qui regarde, et il y a quelque chose qui t'a indigné ou comment? La dernière fois, je participais à une émission et je dois répéter après un collègue de l'émission en fait, c'est une information que je n'ai pas lue, mais qui m'a tellement peiné, c'est d'entendre qu'il y aurait des images montrant environ une dizaine de personnes, d'habitants de Mirebalais, se suicider parce que ils ont tout perdu. Et depuis quelques mois, il faut le dire que Mirebalais, c'est une ville avec laquelle j'ai une histoire particulière parce que j'y ai vécu 8 ans. J'ai fait de la 6e à la Réto à Mirebalais. Ok. C'est une ville que je connais très très bien. Et donc, les meilleures années dans la vie. N'est-ce pas, Gabi, nous rappelons à celles et ceux qui nous écoutent que Mirebalais a été prise par les gangs. Exactement. Et on peut dire que c'est une atmosphère de terreur, que les gangs non seulement ont pris la ville, mais ils ont chassé les habitants. Et ce que tu viens de dire là, même lorsqu'on n'a pas encore des preuves palpables, mais il semble qu'évidemment, la plupart de nos compatriotes à Mirebalais sont tabous et puis il y en a qui se suicident. Ouais. En fait, en général, le peuple haïtien a besoin de secours et sur le plan mental. Hein. Et on a beaucoup souffert depuis 2010 avec le tremblement de terre et depuis 2021 avec ces assassinats en cascade. Et là, nous sommes en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans notre histoire. Parce qu'on est chassé sur notre propre territoire. Les gens sont chassés. Nous sommes devenus des étrangers sur notre propre territoire. Ça, c'est inédit. Même lorsqu'il y a eu, dans le temps des guerres civiles en Haïti, c'était une affaire entre militaires. Et entre militaires. Attachés, oui, exactement. Mais la population vivait chez elle sans aucun problème. Donc, et là, c'est comme tu dis, comme vous avez dit, c'est inédit. Les gens, ils sont chassés chez eux. À Mirebalais, je connais des familles qui n'ont pas eu le temps de prendre la fuite, sont restés plusieurs jours chez eux, cloîtrés, sans manger. Et je connais quelqu'un, ça il faut le dire, parce que des fois on a du mal à dire les choses. On parle de manière globale, mais il faut mettre, chaque histoire de vie est très importante. Quand on raconte des histoires de vie, on donne plus de force à la chose. Il faut essayer de matérialiser la chose. Moi je connaissais un monsieur, il a mené toute sa vie, il était à Baptiste, il était de Baptiste, il avait une petite boutique, il vendait une petite quincaillerie, il vendait son ciment, du fer, quelques barres de fer, etc. Il a mené sa vie comme ça, petit entrepreneur bien discipliné, et pour viser plus grand, il a quitté Baptiste pour aller à Mirebalais. Et là, il a ouvert une plus grande boutique, et ses affaires marchaient un petit peu. Et les types sont arrivés. Et les types sont arrivés. C'est un monsieur qui devait avoir 70 ans. Eh bien, d'apprendre que son corps a été jeté au chien, c'est écœurant. Il y a le directeur de l'école Sacré-Cœur Mirebalais, je crois que c'est un monsieur qui a travaillé toute sa vie dans la formation des jeunes. Eh bien, de savoir terrible. Comment les gens ils sont morts. Et récemment, cette nouvelle m'a vraiment froissé parce que je vois, c'est pas parce que nous n'avons pas la capacité de résoudre le problème. On ne veut pas le faire. Oui, parce que ça arrange beaucoup de gens. Ouais, on ne veut pas le faire. Oui, alors, Étienne, passons à ta lecture. Quelle est donc ta lecture? Quel livre donc tu as lu?
Est-ce que c'est un livre haïtien? Est-ce que c'est un livre français? Est-ce que c'est un livre africain? Nous sommes très ouverts, quel que soit le livre, et parce qu'on sait que la lecture, c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie de tout le monde. Ok. J'ai lu 2 livres qui m'ont beaucoup aidé et appris aussi, qui m'ont appris. J'ai lu, c'est un livre collectif. Qui s'appelle Le pouvoir noir en Haïti, c'est sur la révolution de 1946. C'est Claude Moïse. Ouais. Oui, c'est Claude Moïse. Oui, c'est Claude Moïse, oui. Et Claude Moïse. Oui, c'est un ouvrage collectif. Je pense qu'il y a Claude Moïse, il y a Émile Olivier, il y a toute l'équipe de Montréal. Ouais, c'est l'équipe de Montréal. Oui, c'est ça. Publié chez Sidika. Sidika. Je l'ai lu. Et j'ai lu aussi ce livre de... Je crois que c'est... Le titre m'échappe un peu. C'est Une journée chez Soulouk. Ah, ça c'est Michel Soukar, peut-être. Non, c'est pas Michel Soukar. C'est un Français qui a écrit, c'est le livre qu'il a écrit en 1850. Ah, c'est Allo. C'est Allo, oui, c'est Allo qui a écrit, qui dénonçait le régime de Soulouk. Non, c'est pas lui. Au contraire, il a donné un autre aspect de ce Soulouk. Ok, de Faustin Soulouk. Alors, nous parlons d'abord du président Faustin Soulouk, qui a été président en Haïti et qui se fait consacrer empereur. Oui. Et il est resté plus de 12 ans au pouvoir en Haïti. Et ce Soulouk a perdu son pouvoir. Devinez-vous où il est parti? Il est parti d'abord à la Jamaïque et il est venu en France en exil. Ouais, le livre s'appelle Une journée chez Soulouk. Oui. Et j'avais oublié l'auteur. Il a écrit. J'ai oublié l'auteur, je vais te le dire. Parce que on est à l'antenne, si quelqu'un... Oui, il n'y a pas de problème. C'est un livre qui a été réédité. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui connaît, n'hésitez pas à aller en bas de nous donner le nom de l'auteur. En tout cas, en ce qui concerne Soulouk, Soulouk a été président et puis empereur. C'est ce qu'on appelle l'Empire en Haïti. Ok, c'est Paul Dormoy. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ok. Alors, nous continuons notre périple et... S'agissant des facteurs économiques, est-ce que tu peux nous dire le revenu par habitant en Haïti? Non, là directement, mais c'est... Ça a complètement diminué maintenant, compte tenu de la crise. Beaucoup. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'on est en dessous de $200. Hein. Ah ouais? Ouais, je crois qu'on est en dessous de $200. Pardonnez-moi si je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on est en dessous de $200 le revenu par habitant. Oui. Alors, Gabi, le grand désarmement, on peut dire aussi, c'est une façon de dire que le pays est à l'agonie et que les forces vives de ce pays presque n'existent plus et que nous avons un triple désarmement à faire. Du point de vue sociologique, du point de vue économique. Réarmement alors. Réarmement. En fait, quand j'ai dit désarmement, oui. Je veux parler de ton livre, oui. qui donne comme matière désarmement, mais du point de vue sociologique, il nous faut qu'on soit réarmé. Réarmé, exactement, ouais. Du point de vue éducatif, il faut qu'on soit réarmé. Et du point de vue sociétal, il faut qu'on soit réarmé. Et nous avons posé tout au long de cette émission, le problème, c'est un problème d'État. Quand on parle problème de l'État, on parle problème élite. Et quand on parle problème élite, on dit il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que c'est une révolte ou une révolution qu'on doit faire? Les deux pouvaient être possibles. Ou du moins, les deux peuvent être possibles. Mais aujourd'hui, la révolution, c'est presque impossible parce qu'ils ont réussi à contenir le peuple haïtien. Avec l'armée, il y avait des dizaines de milliers de soldats. Mais quand bien même qu'il y avait l'éthique de ne pas tirer sur tout le monde. Avec la police aussi. Maintenant, avec ces dizaines de milliers d'hommes armés, d'enfants armés, et sous l'emprise de la drogue, donc ils peuvent tirer sur n'importe qui.
Donc, ça veut dire le peuple est contenu aujourd'hui par une tentative de révolution. Moi, j'ose espérer que par une organisation de la diaspora et des Haïtiens conscients en Haïti, on puisse se mettre ensemble, prendre le pouvoir et opérer ce changement pour changer de paradigme et renverser le système établi. Alors, Étienne, tu es en train de nous dire que ton rêve, c'est de voir quelqu'un issu de la diaspora accède à la magistrature suprême en Haïti. Non, je n'ai pas dit uniquement de la diaspora. Oui. Ça peut être aussi en Haïti. Parce que Étienne, je peux te répondre en te disant, depuis Jean-Claude Duvalier, même au-delà, tous les types qui ont été ministres, premiers ministres en Haïti, par exemple, si vous prenez 22 premiers ministres haïtiens, ils ont tous étudié en France, ils ont tous vécu en France. Moi-même, la plupart de mes amis, des types que j'ai connus quand j'étudiais ici, ils ont tous ministres. Ils ont été tous ministres. Non, en fait, peut-être, soit je me suis mal fait comprendre. J'appelle de mes voeux qu'il y ait. Oui, tu es en train de me dire, c'est pas seulement de prendre le pouvoir, mais de forger une nouvelle conscience. Exactement, qu'il y ait une nouvelle équipe déjà consciente. Oui, c'est une nouvelle équipe consciente de la réalité du pays et qui ont cette conscience de classe et qui accèdent au pouvoir pour imprimer ce changement. D'accord. Donc je n'ai pas dit que je rêve que quelqu'un de la diaspora, parce que les gens de la diaspora, d'où viennent-ils? Ils viennent aussi d'Haïti, ils viennent avec leur bagage, etc. Mais je parle qu'un groupe de personnes puisse prendre ce pouvoir avec une nouvelle âme. Non, mais c'était une provocation, c'est pour te faire parler. Bien sûr, c'est pas si un individu sort comme ça en France, il va être au ministre, bon, ça va pas changer grand-chose. Ah non, pas du mais tout. Toi, ce dont tu veux parler, c'est qu'une prise de conscience avec un projet de société. Exactement. Et tu penses que sur ce point de vue-là, ceux qui ont vécu en France, aux États-Unis et ailleurs peuvent largement contribuer. Ils peuvent l'incarner. Voilà. Non, c'est clair. Oui. Voilà. Et pour finir, Étienne, tu es clair comme de l'eau de coco en disant la première chose que nous devons faire, la page 186, établir un climat sécuritaire et de confiance. La première chose que nous devons faire, c'est d'établir un climat de sécurité et de confiance. La sécurité est, selon la pyramide de Maslow, le premier des besoins. Le premier des besoins de l'homme. Et comme je te dis tout le temps, ce qui est intéressant dans ton livre, on a des références. Si on veut aller approfondir, on peut. Oui. Parce que Maslow, c'est le grand théoricien de ce qu'on appelle des hiérarchies, des décisions politiques. Et ce qui fait que quand on lit ton livre, on voit bien, de temps en temps, tu es frustré de ne pas être un homme politique avec la manette pour prendre les décisions politiques. Non? Des fois, je m'imagine prenant des décisions. Oui, c'est ça. C'est clair à travers... je m'imagine prenant des décisions avec des gens conscients et volontaires. Conscients, compétents et volontaires avec moi. Ça, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est ce qui se passe dans la tête de beaucoup d'Haïtiens. Parce que moi, je peux parler pour moi à ma place. Je sais que j'ai une conscience que si je devais prendre une décision pour la collectivité, je prendrais la décision vraiment, la meilleure décision pour la collectivité. Donc c'est la raison pour laquelle que j'ai parlé. Parce que il y a quelque chose que je disais à un ami, si tu as une très belle maison, dans mi-temps, il y a un gros pile fatra. Il faut le dire en créole. Au gros bel caille dans mi-temps au pile fatra. Ça arrive souvent en Haïti. Très souvent en Haïti. Au final, ou presque vivre tant coup, Jean Mounion dit expression au cocorat. Bref, donc ça veut dire si tu pouvais avoir une maison un peu moins extravagante, mais dans un quartier bien ordonné, tu vivrais mieux que d'être dans une grande maison, dans un quartier avec toute la pauvreté autour de soi.
Parce que c'est ce qui se passe. À Pétionville est englouti, est encerclé, est encadré par des quartiers éventrés, où la misère est à chaque portée de rue. Donc ça veut dire que les décisions politiques, il faut les prendre pour essayer de rendre fluide, de rendre cette fluidité entre les différentes couches. Ça ne veut pas dire d'éliminer les couches sociales. Ça existera. Ça a toujours existé, ça existera. Mais quand même, il faut créer les conditions avec les ponts nécessaires pour permettre à la société de fonctionner convenablement, où les moins munis peuvent quand même s'octroyer des choses et les moins. Bon, et Étienne Jean, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'étais très content ça fait longtemps que nous essayons d'arranger nos agendas respectifs pour organiser cette rencontre autour de ton livre. Et je rappelle à celles et ceux qui veulent découvrir ce livre est publié aux éditions Milo à Paris et qu'il est aussi disponible sur la plateforme Amazon. Oui. Voilà, si vous voulez lire Étienne Jean, n'hésitez pas. Et 2 phrases pour conclure. Étienne Jean. Haïti, c'est un pays, il y a de l'espoir. Nous avons la créativité à tous les coins de rue. Quand on n'occupe pas, on ne s'occupe pas de sa jeunesse, elle dévisse. Si on est capable de récupérer toutes les fougues, toute la capacité de cette jeunesse, on a la capacité de reprendre une place centrale dans les Caraïbes. Parce que nous avons un pays extraordinaire, une culture extraordinaire et une histoire sans pareil. Donc, réveillons-nous. C'est avec ces mots qu'on va vous laisser. Mais avant de partir, je tiens à vous rappeler, cette année, exceptionnellement, le Salon du livre haïtien à Paris n'aura pas lieu premier week-end du mois de décembre, mais bien au mois de novembre, c'est-à-dire le samedi 29 et dimanche 30 novembre. Et d'où pourquoi nos prochains invités, c'est Josette Buffayer et son mari Jean-Claude, qui viendront nous parler de l'organisation du Salon du livre haïtien à Paris. Et en même temps, nous allons profiter de causer avec Jean-Claude Buffayer sur son livre, car il est co-auteur de 2 livres d'histoire sur Haïti. Et au mois de décembre, la première semaine du mois de décembre, nous allons recevoir les Sœurs Civiles qui ont écrit un livre sur Haïti. On nous a menti sur Haïti. Les Sœurs Civiles, ce sont 2 sœurs qui ont vécu en Guadeloupe et elles-mêmes disent qu'avant qu'elles avaient honte de se dire haïtiennes et elles sont allées en Haïti. Eh bien, je peux vous dire maintenant, elles sont devenues des avocates de notre pays. Je vais les recevoir sur ce plateau au mois de décembre. Et à la fin, je recevrai aussi mon ami frère Flérimont Kens pour ses livres. Et tout ça fera de très bonnes émissions sur la radio communautaire H-Live pendant tout le mois de novembre et le mois de décembre. Et s'il y a d'autres actualités, par exemple, comme celle de Madame Yannick Lyens, et les téléspectatrices et téléspectateurs de H-Live auront le loisir de découvrir celle qui vient d'avoir le prix du grand roman de l'Académie française. À bientôt. Bye bye.